Bonsoir. France 3 et France Bleu s'associent à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Après les Deux-Sèvres et la Charente la semaine dernière, ce soir nous nous intéressons à la deuxième circonscription de la Vienne, la plus urbaine puisqu'elle englobe presque entièrement la ville de Poitiers, la Villedieu-du-Clain, Vivonne et Vouillers. Ce soir, pour vous interroger avec moi et mes côtés, Vincent Hulin, le journaliste France Bleu Poitou. Bonsoir. Bonsoir. Avant de présenter nos invités, Vincent, vous nous donnez quelques repères clés pour éclairer ce débat. Oui, les résultats de l'élection présidentielle dans la Vienne, on le voit, Emmanuel Macron qui l'avait emporté avec 60% des voix face à Marine Le Pen avec 40%. Concernant la deuxième circonscription, pour être un petit peu plus précis, c'était 70% pour Emmanuel Macron et 30% pour Marine Le Pen. Lors des dernières élections législatives, Sacha Houlié, ici présent, candidat à La République En Marche, l'avait emporté au second tour avec 67% des voix face à Olivier Chartier, candidat Les Républicains. Et puis il y avait eu 15 candidats pour le premier tour et cette fois-ci, on en compte 11. Voici donc nos invités sur ce plateau. Valérie Soumaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate désignée par la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Solidaire, issue de l'accord national qui regroupe la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts. Vous êtes enseignante, professeure de sport à Poitiers et vous avez été déjà candidate aux législatives, mais pour un autre parti, le Parti anticapitaliste. À l'époque, la LCR, les comités Beauvais. C'est ça. Sacha Houlié, Bonsoir. candidat sortant, Renaissance, anciennement appelé La République En Marche, Exactement. et candidat à votre propre succession. Pour un second mandat. Dolores Prost, bonsoir. Marie Dolores Prost. Marie Dolores. Précisément. Vous présentez sous la bannière Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, cette année. Alors, vous êtes ancienne conseillère municipale à Poitiers. On vous connaissait pour être passé par les Républicains. Vous étiez aussi présenté en dissidence aux législatives de 2017. Oui, et vous prenez ouvertement le rapprochement des droites. tout à fait. Céline Philippe, bonsoir, du Rassemblement National. Oui. Vous venez du Loup-du-Nez, pour être précis. C'est ça. Merci d'être là. Enfin, Agnès Chauvin, vous êtes candidate lutte ouvrière et professeure des écoles dans la vie civile à Poitiers. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bien sûr, merci d'être présents pour ce débat concernant la deuxième circonscription de la Vienne. On va commencer par ce premier thème qui concerne l'insécurité. Sacha Houlié, on commence par vous. À Poitiers, les policiers ont saisi, c'était en début d'année, en janvier dernier, 13 kilos de cocaïne. Des rixes entre bandes rivales ont émaillé l'année 2021. Des chauffeurs de bus sont régulièrement agressés. Le tableau n'est pas à votre avantage, justement, en matière de sécurité, j'ai envie de dire. Et pourtant, beaucoup de choses ont changé depuis 2017, puisqu'on a recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et que les effectifs de la Vienne sont aussi en constante augmentation. Ça ne se voit pas. Alors, ça ne se voit pas si, puisque les opérations de saisie des stupéfiants, la verbalisation avec les amendes forfaitaires qui sont aujourd'hui prises pour qu'on ait une exécution des peines, parce qu'il y a aussi des infrastructures nouvelles. La gendarmerie de Vouillers ou la caserne, le commissariat de police Châtellerault, c'est des investissements pour lesquels on a pris des décisions dans le quinquennat. Peut-être aussi mais les exemple. chiffres, en revanche, si on ne prend que les chiffres, Sacha Houlié, si on cite 2017, il y avait 2600 faits de violence contre les personnes dans la Vienne. En 2021, c'est 3700. Les chiffres ne sont pas bons. Vous ne pouvez pas le nier non plus. Comme les violences sexuelles, les chiffres ne sont pas bons, ils sont en augmentation. D'abord, quand on libère la parole, on a aussi une recrudescence des plaintes. Et ça, on ne peut pas le regretter, que des gens viennent porter plainte, viennent dénoncer des faits qui n'étaient pas traités auparavant et qui étaient couverts. Il y a aussi des choses qui sont traitées, les violences aux biens, sur les cambriolages, avec la participation citoyenne mise en place par la gendarmerie avec toutes les collectivités. Et puis, la façon dont on lutte contre toutes les violences sur les personnes. Et ça, il y a une aggravation sur laquelle nous entendons lutter avec une loi d'orientation. Valérie Soumaï, demain vous êtes députée, qu'est-ce que vous proposez sur ce thème de la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Pour nous, la sécurité, elle est d'abord sociale. C'est pour ça qu'on augmente le SMIC à 1 500 €, qu'on abaisse l'âge de la retraite à 60 ans et qu'on propose un accès de toutes et tous aux services publics. 2, la lutte contre la délinquance et la criminalité, ça passe par une police au service du peuple. Ça veut dire qu'on arrête la politique du chiffre, ça veut dire aussi qu'on recrute des gardiens et des gardiennes de la paix, bien payés, bien formés, qui vont à la rencontre des gens, des habitants de leur secteur et qui travaillent à la désescalade des tensions. Enfin, la sécurité, c'est aussi des moyens pour la justice, avec des magistrats et des greffiers et des greffières en nombre suffisant, et des politiques de prévention, par exemple le recrutement d'éducateurs et d'éducatrices de rue, spécialisée et aussi plus globalement une école égalitaire et puis la lutte contre, par exemple, le chômage ou la précarité. Marie Dolores Prost, j'ai évoqué les faits de violence qui sont en augmentation entre 2017 et 2021 à Poitiers.
tout simplement. Vous qui avez été conseiller municipal à Poitiers, ces faits de délinquance ne datent pas d'hier, hein, vous le savez aussi. Est-ce que les autorités, selon vous, font preuve de laxisme ? Alors, moi, je constate une recrudescence des incivilités, des agressions, non seulement à Poitiers, mais aussi dans toute la circonscription. Même dans la journée, il y a aussi parfois des vols. Donc ça, je trouve qu'il y a une nette augmentation. Qu'est-ce qui vous différencierait donc, des propositions faites par Valérie ? Alors, moi, je pense qu'une élection législative, c'est une élection nationale qui engage effectivement la politique pour 5 ans. Donc, effectivement, il ne faut pas dissocier ce qui se passe au niveau local du niveau national. Et moi, je constate qu'il n'y a pas suffisamment de répression parce que non seulement la police fait son travail, ça je suis tout à fait d'accord, mais au niveau de la justice, il n'y a pas effectivement l'application des peines. Il est là le problème. C'est que trop souvent, les prévenus, les personnes qui sont arrêtées par la police, sont relâchées dans, je ne veux pas dire dans la minute, mais c'est souvent le lendemain. Il est là le problème, c'est une application des peines. Nous, ce que nous voulons, ce que nous prônons, c'est vraiment une application stricte des peines, ce qui n'est absolument pas fait. Céline Philippe, du côté du Rassemblement national, est-ce qu'on vous parle sur le terrain de ces problèmes de sécurité, d'insécurité, d'incivilité ? Tout à fait. Moi, je suis dans l'immobilier, donc je vois beaucoup de monde sur mon secteur. Et c'est vrai qu'on a une recrudescence des cambriolages de résidences principales faramineuses, plus de 40% sur un an. Les coups et blessures aussi ont explosé 500% sur 20 ans. Donc ça, c'est le constat, mais du coup, vous proposez quoi ? Alors, effectivement, pour moi, je comprends très bien les forces de police qui sont complètement désarmées face à, quand elles attrapent un délinquant 5, 10, 15 fois, qui sont obligés de le relâcher, qui le retrouvent dans la rue avec un simple rappel à la loi ou du sursis. Vous pensez que la justice est laxiste ? Oui. Les peines de prison ne sont pas... les peines, tout simplement, ne sont pas... comme vous le disiez, ne sont pas adaptés et ne sont pas suivis. Sur ce thème-là, Sacha Houlié, ensuite je vous donnerai Agnès Chauveau la parole justement. Chauvin, pardon. Je vous donnerai la parole sur ces questions de sécurité parce que je vous demanderai la question, c'est est-ce que vous êtes sur la même ligne que Valérie Soumaï ? C'est d'abord un problème social avant d'être un problème de délinquance ou pas chez les luttes ouvrières ? Alors moi, oui, nous pensons qu'à Lutte ouvrière, que c'est surtout un problème d'insécurité sociale et pour lutter justement contre la délinquance et les incivilités, que dans les quartiers populaires, nous sommes quand même les premiers à vivre, la seule solution, c'est de nous attaquer au chômage, aux inégalités et à la misère. Et ne surtout pas suivre les idées d'extrême droite qui sont un poison pour les travailleurs. La seule solution que nous avons, c'est que dans les milieux populaires, nous nous organisions. Et d'ailleurs, je voudrais saluer au passage les ouvrières d'Arco à Châtellerault qui ont obtenu 100 € d'augmentation après 3 jours de grève. Je rappelle que Arco, c'est un sous-traitant de LVMH. C'est Bernard Arnault qui gagne. Je comprends, mais sur ce problème spécifique, j'entends, mais sur le problème spécifique qui concerne les citoyens au quotidien, minute. lutte ouvrière, justement. C'est aux travailleurs de s'organiser. Ouais. Et là, les travailleuses d'Arco nous ont montré le chemin, comment on s'organise. La santé publique, si on parle souvent de déserts médicaux, on a tendance à en parler plus en milieu rural, mais on le constate aussi, ça a lieu dans les grandes villes. Si on pense à certains spécialistes, mais aussi de plus en plus aux généralistes, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites demain pour lutter contre ça, du côté du Rassemblement national ? Alors, du côté du Rassemblement national, déjà, on réintègre tous les soignants qui ont été privés de leur emploi. Parce que ceux qui n'ont pas été vaccinés aussi ? Faute de vaccins, oui. Tout à fait. Ils sont combien dans la Vienne, selon vous ? Il y en a 15 000 sur le plan national. Je ne sais pas combien il y en a. Bon. Voilà. Sacha Houlié, sur ces questions de santé publique, les hôpitaux connaissent des tensions. D'ailleurs, vous l'avez fait remarquer à la directrice du CHU de Poitiers qui dit que cet été sera un été noir. Elle a envoyé un courrier aux médecins disant qu'effectivement, il y aura des fermetures de lits. Vous avez été placé devant le fait accompli, ça vous surprend ? Oui, ça me surprend et pour tout vous dire, on a des moyens pour s'organiser différemment. Alors, on a une démographie médicale qui est très mauvaise, on le sait, c'est la raison pour laquelle on a supprimé le numerus clausus en 2018. Encore faut-il que les médecins soient formés et un médecin, on n'en forme pas, contrairement à ce que vous diront certains en claquant des doigts. Donc il y a un trou d'air, mais on va revenir. Non, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce trou d'air, qui est une difficulté importante. D'abord, on organise les services des urgences, notamment avec un dispositif qu'on expérimente à Poitiers pour le national, un service d'accès aux soins qui répartit
toutes les personnes qui ont besoin des urgences vers les médecins de ville avec une meilleure coordination, vers des services de soins non programmés, c'est un service qui a ouvert à la zone de la République, ou alors en prise en charge à l'hôpital. Encore faut-il que les médecins de ville soient d'accord aussi. Et ça, c'est ce que l'on fait également. Et ensuite, on accélère la formation et notamment l'orientation des personnes qui se dirigent vers des études d'infirmiers et d'aides-soignants, auxquels on délègue une partie des tâches, tout comme on leur délègue une partie du pouvoir qui était concentré dans les mains de l'administration à l'hôpital, puisque c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce que vous nous dites ce soir, c'est que, OK, on a entendu, mais les faits, c'est que le CHU de Poitiers va fermer plus de lits cette année qu'en 2021. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Il continue à fermer des lits. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir de médecins. Mais quand vous avez formé moins de médecins en 2021 que vous n'en aviez formé en 1960, c'est pas illogique. Sauf que le rattrapage que l'on veut, en dépit des investissements sur le salaire, 183 € en plus, en dépit de 20 millions d'euros de plus pour le CHU de Poitiers grâce au Ségur de la Santé, tout ça, c'est quelque chose qui se décline progressivement. Et le rattrapage, sauf qu'il y a une urgence. Non, mais l'urgence, elle est devant nous. Mais l'investissement, il a déjà été engagé depuis maintenant 2 ans. Valérie Sommaille, vous n'avez pas l'air d'être d'accord du tout sur ce point-là. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Justement, vous étiez présente à les manifestations du 12 mai. Oui, à Montmorillon. Au CHU. Oui, à Montmorillon pour le Sud. Oui, ouais. On paye aujourd'hui, en fait, dans la santé comme dans beaucoup de secteurs, la politique de casse des services publics. Et moi, je n'ai pas noté, en tout cas, ou trouvé trace de vote contre les lois de finances, par exemple, de votre part, Monsieur Ollier. Oui, parce que et donc, 19 milliards pour l'hôpital, j'ai voté 180 000 infirmiers et infirmières ont quitté le service public ces deux dernières années, et les jeunes médecins ne veulent pas s'installer dans les zones rurales. Je me permets juste une parenthèse. Lorsque vous étiez présente le 12 mai, vous avez dit aux salariés, avec nous à la NUP, il n'y aura pas de fermeture de lit. Non, ce qu'on a dit, c'est qu'on payait aujourd'hui la casse et qu'il allait falloir effectivement essayer de récupérer comme on pouvait la situation dans laquelle étaient aujourd'hui les salariés et les usagers. Parce qu'effectivement, le fait que des services d'urgence ferment, ça, c'est inacceptable. Mais comme est inacceptable ce que nous disent les infirmières qu'on a rencontrées le 12 mai, à savoir que ce qu'on prévoit pour elles, c'est des services de 12 heures, qu'elles ne sont pas suffisamment payées et que le Ségur n'a rien changé. Nous, on veut changer ça, oui, mais il y a le système public hospitalier, mais il n'y a pas que le système public hospitalier. C'est-à-dire que dans les campagnes, il faut aussi pouvoir développer un accès à la santé à toutes et tous. Agnès Chauvin, on vous écoute. Même constat, donc on voit que les hôpitaux sont à genoux, comme tous les services publics. Et on a aussi vu que pendant le Covid, alors que les soignants se démenaient, le gouvernement de Macron a fermé des lits, 5700 lits. Les personnels des hôpitaux ont déjà tiré la sonnette d'alarme avant le Covid. Il y a eu des fermetures de lits, que ce soit sous les gouvernements de droite ou de gauche, depuis 30 ans. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et arrêter de faire des économies sur notre santé. Il faut augmenter les salaires, le SMIC à 2 000 €. Il faut indexer les salaires. Bon. Alors, on va continuer le tour de parole sur ces questions qui sont importantes. Marie-Dolores Prost et Céline Philippe. Marie-Dolores Prost, est-ce que vous trouvez effectivement... D'abord, vous êtes d'accord qu'il faut revaloriser, par exemple, les salaires, revaloriser les week-ends, revaloriser les primes de nuit et les conditions de travail, ou pas du tout ? Ça, on est bien d'accord. Ceci dit, je voudrais quand même faire une petite précision si on veut être quand même extrêmement honnête et objectif. Je pense que les Français ont découvert, lors de la crise du Covid, la réelle difficulté de notre système de santé. Les soignants, moi je suis dans le milieu médical, donc je connais assez bien ce sujet. Ça fait déjà très longtemps qu'ils alertent. Ce n'est pas, soyons quand même honnêtes, ce n'est pas Emmanuel Macron qui est la cause de tous ces maux actuels. Ça date depuis des décennies, on est bien d'accord. Parce qu'aussi, nous avons basé... D'ailleurs, sous les gouvernements de droite. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de La passif, tarification, par exemple, c'est un gouvernement de droite qui l'a mis en une place. grande erreur. Moi, et je le gouvernement de François Hollande l'a maintenu. On est tout à fait d'accord. Moi, je n'étais pas socialiste. Vous étiez socialiste avant. Ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas de passif. Je suis dans la reconquête. C'est différent. Ce que simplement je voulais dire, c'est que nous avons basé notre système de santé exclusivement sur l'hôpital. Il est là notre problème. L'hôpital, qui a juste titre, il y a beaucoup de techniciens, mais il y a un problème de personnel. On a des infirmières, il y a plus d'administratifs que de soignants. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'administratifs que de soignants, et il est là le problème. Parce qu'effectivement, ça permet, ça permet d'abord de ne pas avoir de... On n'écoute pas les médecins, on n'écoute pas les infirmières. Donc effectivement, on supprime des lits. C'est très compliqué
c'est difficile. Moi, je pourrais en parler des heures, parce que c'est très court, mais c'est très difficile d'expliquer aux Français à quel point nous sommes dans une difficulté. Ils le comprennent. Mais le vivent. Ils le vivent. Mais par exemple, simplement, je voulais terminer, excusez-moi, sur la médecine libérale de ville, puisqu'effectivement, on manque de médecins libéraux. Mais aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi on manque de médecins libéraux ? D'abord, l'acte est quand même, c'est 25 €, c'est quand même très peu. Et puis aussi, depuis 2002, on a fait en sorte que les pharmaciens font des gardes jusqu'à 20 heures, mais en médecine générale, ils le font moins. Ils ne le font pas. Ils le font pas, parce que j'étais gentille. Ils le font moins. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas... C'est beaucoup plus complexe. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Céline Philipponi. J'essaie d'être honnête un peu dans mes propos. De ce débat, qu'est-ce que du côté du Rassemblement national, qu'est-ce qu'on propose ? Alors, ce qu'on propose, effectivement, déjà, quand on n'est pas en ville et même dans nos campagnes, ou quoi que dans les petites villes, qui ne va pas chercher pendant des heures un dentiste, un médecin généraliste, un ophtalmologiste, un gynécologue ? Question toute simple, vous seriez favorable parce que les médecins libéraux assurent des gardes à l'hôpital ? Oui ou non ? Oui. Au RN, par exemple, la position sur ces questions-là. Oui, il faut augmenter le nombre de... Non, mais que les médecins libéraux assurent des gardes à l'hôpital public, ce qui est une révolution. Mais... Est-ce que vous seriez favorable à ce type de mesures ? Oui. Ok, c'est clair. Et il faudrait, en fait, on souhaiterait motiver donc les jeunes médecins à venir s'installer donc dans nos campagnes. Il faut des services publics. Comment ? Et pour ça, il faut des services publics dans les zones rurales. Quel jeune médecin va vouloir s'installer dans une zone où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de poste, où il n'y a pas de perception ? Et c'est pour ça qu'on veut l'insister fiscalement à venir s'installer dans nos jeunes campagnes. Maintenant, on sait très bien qu'effectivement, le numerus clausus, depuis 2018, on ne va pas former des médecins en 3 ans. C'est ce que disait Sacha Houlier. Et c'est pour ça qu'on demande aussi une augmentation de la formation des sages-femmes et des infirmières en pratique spécialisée et de l'augmentation des téléconsultations pour pallier un minimum au manque de médecins. Autre thème, la RN 147 Poitiers-Limoges. Alors, c'est un serpent de mer, 2 fois 2 voies, c'est long, c'est coûteux. On parle maintenant d'une autoroute. Ça risque d'être très très coûteux aussi. On fait quoi, Madame Soumaï ? 13 700 personnes empruntent aujourd'hui la RN 147 quotidiennement. La plupart pour aller travailler. Il n'est pas du tout question de leur rendre la situation plus difficile ni plus chère. Donc nous, c'est clair, on est contre l'autoroute. D'abord, ça artificialise... Pour le statu quo, alors ? Non, pas pour le statu quo non plus. L'autoroute, ça artificialise les sols. Ça augmente la vitesse et donc la pollution, et ça coûte cher. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retrouver et redonner au maillage territorial la possibilité de service public du transport routier, ou rouvrir les gares sur la ligne Poitiers-Limoges. On dit aussi qu'il faut donc, rendre une des solutions passe par le ferroviaire, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et on y met les camions. Et en même temps qu'on y met les camions, on fait en sorte de produire localement pour éviter ces grandes traversées de la France par des camions qui transportent des marchandises. Sacha Houlier, sur cette question-là, parce qu'effectivement, on entend Valérie Soumaï qui est contre l'autoroute. Vous, en ce qui vous concerne, vous avez dénoncé d'ailleurs des positions, plutôt des postures victimaires et polémiques. Vous dites finalement, vous visez qui quand vous dites chacun n'a jamais pris position, le département, la ville de Poitiers, Grand Poitiers, sur ces questions-là, qui n'ont pas avancé depuis 60 ans. D'abord, je constate que ça n'a pas avancé depuis 60 ans. Permettez-moi de vous dire une chose, c'est que d'abord sur la question du ferroviaire, c'est fait. Les travaux commenceront en 2023. 133 millions d'euros sont programmés au contrat de plan État-région. Et pourquoi ? Parce que dans le plan de relance, on a choisi de mettre le paquet sur la rénovation des petites lignes. Donc ça, effectivement, c'est une solution. Une des solutions. Une solution. Ça, c'est déjà engagé. Et je viens sur la deuxième. Les camions qui traversent la France de Strasbourg à Hendaye ne s'arrêteront pas à prendre le train entre Poitiers et Limoges. On ment aux gens si on leur dit ça. Donc on a besoin d'une solution sur une route entre Poitiers et Limoges. Et moi, vous savez, j'ai pas de dogmatisme entre les routes. S'il y avait une autoroute qui serait allée plus vite, on l'aurait faite. Manifestement, ce ne sera pas le cas. Par contre, les crédits qui étaient prévus pour l'autoroute, je peux vous garantir que je m'engage à me battre bec et ongle pour qu'ils soient investis directement dans la deux fois de voie. Quand vous dites crédit, c'est les crédits d'État. Les crédits de l'État. 450 millions d'euros. Alors la subvention de l'État, elle est plutôt de l'ordre de 150 millions d'euros, puisque vous saviez qu'il y avait des crédits aussi qui venaient de la région, du département, des collectivités. Mais il m'y reste une moitié à financer, l'autre moitié sur 1 milliard. Et dans ce cas-là, on se dit les choses. C'était une autoroute vite avec les conséquences qui étaient des conséquences à supporter, ou alors le dédoublement de la route actuelle qui prenait plus de temps et avec des financements qui étaient exclusivement publics. Et dans ce cas-là, il faut dire la vérité aux gens. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt la deuxième solution vers laquelle on s'oriente. Par contre,
tout ce qui était consacré à l'investissement dans l'autoroute devrait être consacré à la 2x2 voies. Ça, c'est ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que personnes qui sont aujourd'hui engagées pour le territoire. Céline Philippe et Agnès Chauvin sur ces questions-là de désenclavement et Marie-Dorès Prost. Vous qui venez de Loudun, justement, vous seriez favorable à quel type de solution ? Plutôt une 2x2 voies gratuite pour donc les automobilistes. Et contrairement à l'autoroute qui est payante, 14 €, qui serait chiffré 14 € au péage, qui finalement, on ne sait pas à qui ira l'argent. Oui, tout à fait. Agnès Chauvin là-dessus. Moi, je suis pour le développement des transports publics, parce que la construction d'une autoroute, c'est encore donner des cadeaux aux capitalistes, à Vinci. Donc on reste sur la route nationale, mais par contre, on continue le dédoublement qui malheureusement prend du temps ? Parce que là, aujourd'hui, faire Poitiers-Limoges, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur, mais justement, moi, je pense qu'il faut développer les transports publics. Marie-Dorès Prost sur ces questions-là de désenclavement. On parle vraiment de désenclavement. Oui, moi, ça me paraît tout à fait évident. Ça fait 60 ans que cette histoire c'est quand même incroyable. Moi, je suis bien sûr pour une 4 voies, bien évidemment. Moi, je fais 50 000 km par an. Donc, la route, je la connais par cœur. J'ai même quelqu'un qui est mort sur cette route. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et les pétitions, je les ai toutes signées. Accidentogène, d'autant plus. Très accidentogène. Les pétitions, je les ai toutes signées. Ça n'a absolument aucun intérêt de signer ces pétitions. Mais aujourd'hui, en tant que futur élu, par exemple, vous opteriez pour quelle option ? 2 fois 2 voies. 2 fois 2 voies, surtout le long. Mais on a quand même une métropole qui est Limoges. Il faut être un peu quand même réaliste. On a une métropole Limoges qui est économiquement, c'est extrêmement intéressant si elle vient s'allier à Poitiers. D'autant plus que c'est une transversale, parce que vous parliez, M. Houllier, de Paris-Hendaye. Mais le problème, c'est pas Paris-Hendaye, parce que bien évidemment, les camions ne vont pas, vous avez raison, ne vont pas s'arrêter. Je suis désolée, le ferroutage, c'est un grand sujet. Mais les transversales, c'est ça le problème. Quand il y a des milliers de camions qui sont par an sur ces routes, on parle de pollution, mais alors là, c'est terrible, parce qu'ils n'avancent pas, en plus. Donc c'est une évidence, il y a urgence. Justement, je ne sais pas si désenclavement et d'environnement, on continue avec ce thème qui est clivant d'ailleurs, qui divise, c'est le thème des éoliennes. Oui, au moment où les factures d'énergie flambent pour tout le monde, pour les particuliers, pour les collectivités que vous connaissez, pour les professionnels, est-ce que l'éolien est une solution ? En général, on aime bien, mais pas chez soi et pas devant sa fenêtre. C'est quoi, Madame Prost, votre solution à vous ? A raison, on n'aime pas les éoliennes devant chez soi. Y en a-t-il trop dans la Vienne ? Il y en a trop dans la Vienne. Il y en a trop dans la Vienne. Je pense que personnellement, nous, on est contre l'installation de nouvelles éoliennes. Il y en a, point, terminé, il y en a déjà beaucoup trop. Mais il faut surtout que nous soyons autonomes économiquement. Il n'y a pas que les éoliennes. Je suis désolée, dans notre département, c'est pas désolée, mais on a une énergie nucléaire. Donc il faut faire un package pour que la France soit totalement autonome. Qui est à l'arrêt aujourd'hui. Qui est à l'arrêt aujourd'hui jusqu'en janvier. Je le sais, jusqu'en janvier 2023. Je le sais, mais c'est pour ça que les éoliennes, je voulais simplement dire, c'est quand même pas 15%. Hein, c'est assez peu, en fin de compte. Sacha Houllier, justement, puisque le président de la République a dit il faut effectivement aller vite dans les renouvelables. Donc il faut continuer à installer des éoliennes dans la Vienne. L'objectif, c'est même si le département est saturé comme celui des Deux-Sèvres, où on concentre pratiquement 90% des éoliennes sur l'ex-région Poitou-Charentes. La Nouvelle-Aquitaine, on la pratique pas. Les anciennes, l'Aquitaine n'en a pas. D'abord, quel objectif on poursuit ? Celui de la France zéro carbone. Plus de gaz, plus de pétrole, plus de charbon. Les dernières centrales à charbon ferment à la fin de l'année. Donc, naturellement, quand on se prive de ces énergies, sachant qu'il faudra aussi faire des efforts en termes de sobriété, on se dirige vers un mix qui inclut et le nucléaire, et les énergies renouvelables. Mais il n'y a pas de saturation dans la Vienne ? J'y viens. Et sur les énergies renouvelables, ça implique d'en faire davantage sur du photovoltaïque, sur de l'éolien terrestre, sur de l'éolien en mer. Dans la Vienne, précisément, et dans les Deux-Sèvres, on est sur un taux de concentration qui est le plus important, puisque la quasi-totalité des éoliennes qui sont aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine sont dans nos 2 départements. Et donc, on ne peut pas avoir une densité supplémentaire par rapport à ça. Prenez une commune de la circonscription qui est Boivre-la-Vallée, c'est 20 éoliennes autour de cette commune. Donc là, on voit bien qu'il y a des effets de concentration qui sont insupportables pour les populations. Valérie Soumaï, s'il vous plaît, Madame Prost. Valérie Soumaï, allez-y. Moi, je suis ravie que la majorité, dont fait partie M. Houllier, qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique, s'intéresse aujourd'hui aux questions d'alternatives aux énergies polluantes et au nucléaire, qui est dangereux. C'est effectivement une absolue nécessité. Investir massivement pour toutes les énergies renouvelables, ça c'est nous ce qu'on défend. Et donc les éoliennes aussi. C'est bon pour le climat et c'est bon pour l'emploi. Nous ce qu'on vise, c'est 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Et pour ça, il faut s'appuyer sur 3 principes essentiels. Le premier, c'est la concertation et l'implication de la population. On ne fera rien sans les gens. C'est insupportable d'imaginer. C'est pas trop tard
Non, Celles qui sont installées, non. Celles qui sont installées, vous en faites quoi? Il faut les démonter ou pas? Non, moi je ne démonte pas les éoliennes et y compris je travaille avec la population pour expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui d'imaginer une autre mode de ressources d'énergie que celles qui existent. Et donc, il y a des endroits où on peut les installer où elles ne sont pas nuisibles. En mer, effectivement, M. Ollier l'a dit, mais aussi, par exemple, sur les bords d'autoroute. Là, c'est pas une éolienne au bout de son jardin, et par contre, voilà, ça produit... Donc, concertation et de façon intelligente. Oui, bien sûr. Céline bien Philippe, sûr. pro-nucléaire à fond, les éoliennes, on en fait quoi? Alors, les éoliennes, on les démonte progressivement. Quand on a fait... Celles qui sont déjà installées? Oui. Celles qui produisent. qu'ils nuisent d'abord à la tranquillité. En commençant par les plus anciennes. Oui. En fait, on fait progressivement. On monte le nucléaire et on démonte les éoliennes. Et on part aussi sur l'hydrogène. L'hydrogène, on aurait dû s'y atteler depuis longtemps. Moi, pour ma part, j'ai un projet d'éolienne au fond de mon jardin. Donc, clairement, je n'ai pas envie qu'il se mette en place. Et 103 éoliennes dans la Vienne, alors que les 5, effectivement, départements de l'ancienne Aquitaine n'en ont aucune. Vous dites stop. Il y a une très mauvaise répartition, donc je dis stop. Agnès Chauvin? Moi, un dernier mot pour les énergies renouvelables, mais bon, en demandant aussi, en faisant participer aussi la population. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, ce qui intéresse les capitalistes, c'est toujours d'avoir de plus en plus de dividendes. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est encore la poule d'or pour Engie, pour GDF, Suez. Donc, moi, je pense, oui, que les travailleurs, ils doivent s'organiser et... justement, voter lutte ouvrière, c'est voter pour un programme de lutte. Bon, en tous les cas, c'est le mot de la fin. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat de la deuxième circonscription. Je vous invite aussi à regarder les candidats potentiels dans cette deuxième circonscription de la Vienne, donc l'ensemble des candidats qui concourent pour cette circonscription des élections du 12 et 19 juin prochain. Merci Vincent Hulin de France Bleu Poitou de m'avoir accompagné. Un débat que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet na.france3.fr. Restez avec nous puisque législative, on en parle. La soirée continue avec un débat dans la première circonscription de la Charente-Maritime. À tout de suite.